La violence, pour moi, faisait partie intégrante de ma vie. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai évolué, grandi, habité dans une maison où la violence était omniprésente. euh, de la Avec part, votre belle-mère, par de la part exemple? de ma belle-mère qui me voyait un petit peu comme un fardeau que lui avaient laissé mon père et ma Mm, mère, mm, et qui avait elle-même des souffrances intérieures qui mm. étaient présentes et qui a fortement évacué euh, cette, cette rage, on peut le dire, contre elle, contre la vie, sur moi. Et dès l'enfance, elle a commencé à me battre, à me frapper, à me mettre des coups de poing, me taper la tête contre les murs, et puis me brimer psychologiquement en m'insultant, dévalorisant. Et voilà, je croyais être ce qu'elle me disait. Et je croyais que j'étais bon qu'à nettoyer ma maison, m'occuper de mon petit frère, euh, à la besogne, quoi. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Quand je sors de la maison, j'habite au 4000, où je grandis à Vitry, dans des quartiers aussi difficiles. Et là, c'est encore la présence de la police, c'est encore la violence au sein des clans, des bandes, voilà, de tous ces gens qui vivent dans ces endroits isolés que je qualifie de ZUP, de prison à ciel ouvert. Tous les gens sont là et vivent la même vie que moi, et la violence fait partie intégrante de notre environnement, et pour nous, c'est ça la vie. Selon ce que j'ai vu dans ce livre, vous avez commencé à vendre de la drogue. Alors, avec le temps, étant donné que j'en avais assez de ne pas manger, de ne pas avoir d'argent pour m'acheter des habits, et puis hein, de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, euh, j'ai quitté l'école, et puis je me suis mis à faire comme tous les grands de la cité, à vendre de la drogue. Et ça a été une spirale, un engrenage. Mm. Pourquoi? Parce que quand on vend de la drogue, on gagne de l'argent, et plus je gagnais de l'argent, plus je me sentais vivre, exister. Et Et j'ai été ensuite, de c'était plus les en plus loin. braquages. Les braquages, mais c'est la suite classique Ouais. d'une descente dans la voie de la délinquance. On en veut toujours plus, et l'appât du gain devient plus fort Mm. que nos limites. Et si on en a, à un moment donné, elles explosent, quoi. Elles n'existent plus. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, et je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes, et même beaucoup de parents qui nous regardent, c'est on avait l'impression qu'au départ, vous ne pensiez pas du tout à ces choses-là, en dépit de ce que vous aviez vécu. Mais ensuite, il y avait l'exemple de votre frère. On a l'impression que vous avez suivi un petit peu dans ses pas, et vous avez été entraîné dans les mêmes choses. Bah, au départ, faut bien comprendre que mon frère pallie à l'absence de mon père. Mm. Et à mes yeux, c'est un exemple, pour ne pas dire un père. Et très jeune, mon frère va ouvrir la maison à tous les dealers du quartier qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'on leur offre un cadre pour découper leur cannabis, pour découper leur héros, la mixer, en consommer sous mes yeux, et puis pour compter leur argent. Alors moi, enfant, quand je les vois comme ça, quelque part, ça commence à travailler dans mon cerveau, forcément. Et la vie de mon frère, c'était ça. Donc, à un moment donné, moi, pour trouver des solutions, je me dis, pourquoi pas faire comme mon grand frère? Je veux lui ressembler, mais c'est pas un bon exemple, mais j'ai envie de lui ressembler. Mais à cet âge-là, je ne sais pas choisir ou discerner le bon du mauvais, puisque j'ai pas de cadre. Et ça c'est très important, cet aspect de discernement. Quand, quand on élève un enfant, où il peut en lui-même faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça, vous aviez du mal. Tout ce que vous voyez, c'était la vie présente, le besoin de survivre. Et il n'y a pas eu ce... Comment est-ce que je dirais ça? Il n'y a pas eu cette conscience, en fait, de la gravité des choses dans lesquelles vous commencez à vous aventurer. Non, j'ai pas conscience de la gravité simplement parce que j'ai pas d'éducation. Voilà. J'ai pas de repères. Dans mes choix, je donne libre cours à ce que j'ai envie de faire. Et personne n'est là pour me dire fais ci, ne fais pas ça. Personne n'est là pour me mettre une raclée quand je la mérite, pour me dire d'aller à l'école au lieu d'aller traîner dehors, pour me dire
de rester à la maison pour faire mes devoirs, au lieu d'aller avec mes camarades. Personne n'est là pour m'encadrer. Et comme beaucoup de familles dans les quartiers, c'est les grands frères qui élèvent les petits frères. Et malheureusement, il y a souvent des contre-coups. Et les petits frères qui suivent l'exemple des grands frères. Et voilà. Et quand ce n'est pas un bon exemple, on suit le chemin quand même. Et ce qui est intéressant pour moi en lisant tout ça, c'est qu'à un moment donné, vous avez rencontré une femme. Et je vous ai dit avant cette émission que nous avons fait une erreur. Que j'aurais aimé que cette femme soit là. Et nous espérons un jour pouvoir l'accueillir. Parce que c'est une femme extraordinaire. Vous avez rencontré une femme qui est devenue plus tard votre épouse. Et quel est le rôle qu'elle a joué dans votre vie? Un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que quand je la rencontre, pour moi, tout me réussit. J'ai de l'argent, je ne me refuse rien. Mais j'ai des problèmes. Je suis dépendant de l'alcool et puis de l'ecstasy. Et j'ai une piètre image de ma personne. Je ne crois en rien. La seule chose en quoi je crois, c'est l'argent pour moi. Parce que l'argent pour moi est synonyme de pouvoir. Et la drogue que je m'injecte me permet d'exister et de subsister au sein de ce quotidien. Et ma femme, quand je la rencontre, revalorise cette image. Simplement parce qu'elle m'aime. Et elle libère des choses qui ont été enfouies en moi, mais qui n'existent plus. Et donc, elle va s'atteler, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en réalité, je vais découvrir que cette femme, de par sa présence, de par ses inquiétudes, de par les mots, les actes, les gestes qu'elle va avoir envers moi, va m'aimer plus que ma propre mère. Et ça, c'est très fort. Mais encore, plus fort encore, c'est le fait qu'elle a joué un rôle fondamental dans les changements qui sont intervenus dans votre vie. Elle a été un petit peu comme l'agent de Dieu pour vous toucher et pour vous amener à être réconcilié avec lui. Comment est-ce que ça s'est passé, votre rencontre avec Jésus? Alors, il faut comprendre, dans le mannequinat, elle n'a pas de vie chrétienne. Sa foi n'existe pratiquement pas, ou plus. Et l'agent dont vous parlez n'est pas l'agent de Dieu. Et je dois dire que moi, à ce moment-là, c'est moi qui ai un rôle d'agent, l'agent du mal. Pourquoi? Parce que je l'attire, je la pousse à vivre la même vie que moi. Et j'essaye de la faire glisser pour qu'elle se retrouve inconsciemment dans mon gouffre, quoi, où il y a le monde de la nuit, l'alcool, tout ce qui brille, tout cet argent facile et qui, on le sait, peut miner, détruire une vie. Mais à un moment donné, je l'ai tellement tirée vers le bas qu'elle s'est retrouvée en garde à vue avec moi au commissariat, accusée de complicité de vol à main armée. Et à ce moment-là, elle est libérée et je lui dis, maintenant tu vas faire ta vie, tu m'oublies, on a des enfants, 2 enfants de bas âge, elle est enceinte. Je lui dis aux enfants que voilà, papa il ne va plus revenir à la maison. Et je suis incarcéré et paradoxalement, pendant ce temps, sa foi a commencé à grandir, elle revient vers Dieu, peut-être que c'est la souffrance, le désespoir qui la pousse à se retrancher dans les voies du Seigneur, mais toujours est-il que malgré tout ce que je lui ai fait, elle prend ses enfants et vient me voir en prison. Et au sein de nos parloirs, elle vient avec un message, Dieu t'aime. Et c'est quelque chose qui me touche. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ma vie, dans ma pensée. Et bien souvent, je l'ai molesté, parce que je n'avais pas envie d'entendre ce qui sortait de sa bouche. Moi, j'aime mes enfants, oui. J'aime l'argent, oui. Mais Dieu ne peut pas m'aimer, c'est pas possible. Parce que il y a une réalité, c'est que quand ta propre mère te laisse, t'abandonne, te tourne le dos, quand ton père préfère aller vivre avec
quelqu'un d'autre est à des milliers de kilomètres, oubliant ce que tu peux vivre au quotidien, ressentir psychologiquement, on a du mal à croire qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous aime. Moi, la seule personne qui m'a aimé, le seul être vivant, c'est mon chien.